Les chandelles de Claremont House donnaient une lumière inégale, vacillante. Derrière les lourdes tentures de velours faisait rage une tempête de novembre. Le vent sifflait dans les cheminées, comme s'il présageait le malheur. Dans la chambre du deuxième étage, où régnait d'ordinaire la paix et le bonheur d'une jeune famille, retentissaient des cris. La princesse Charlotte Augusta de Galles, unique héritière légitime de la couronne britannique, espoir de la nation et avenir de la dynastie, mettait au monde son premier enfant. L'accouchement durait depuis 50 heures. 50 heures de souffrance qui devaient s'achever en triomphe. La naissance d'un futur monarque. Mais cette nuit-là, le 6 novembre 1817, le destin réservait à l'Angleterre un coup d'une toute autre nature, si cruel que le pays allait sombrer dans un deuil tel qu'il n'en avait pas connu depuis l'époque de la reine Élisabeth. Derrière la porte de la chambre, dans le couloir figé dans une attente anxieuse, se tenait le prince Léopold de Saxe-Cobourg. Jeune, beau, aux traits nobles, il serrait les poings à s'en faire mal. Le prince allemand, devenu l'époux de la fiancée la plus convoitée d'Europe, était désormais impuissant à secourir la femme qu'il aimait plus que sa vie. Les médecins s'agitaient, pris de panique. Sir Richard Croft, l'accoucheur royal, dont le nom jusqu'à ce jour se prononçait avec déférence, comprenait à présent que sa réputation ne tenait qu'à un fil. Il appliquait des méthodes de traitement dépassées, saignée, opium, refusait d'utiliser les forceps, s'en remettant aux forces de la nature. Mais la nature, cette nuit-là, fut impitoyable. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui se jouait en ces heures, il faut remonter en arrière, au commencement de cette histoire qui semblait si prometteuse. 21 ans plus tôt, le 7 janvier 1796, à Carlton House, résidence londonienne du prince de Galles, naissait une petite fille. Les cloches des églises sonnaient dans tout Londres. La nation exultait. Après tant d'années de mariage entre George, prince de Galles, et la princesse Caroline de Brunswick, un enfant voyait enfin le jour. Peu importait que ce fût une fille et non un fils, elle était l'héritière légitime du trône. Dans la famille royale, il n'était pas né d'enfant légitime depuis de nombreuses années. Le roi George III et la reine Charlotte avaient eu 15 enfants, mais la plupart des fils vivaient avec des maîtresses et engendraient des bâtards. La princesse Charlotte devint un rayon d'espoir pour une dynastie enlisée dans les scandales. Mais ce qui avait commencé comme un conte de fées se transforma très vite en cauchemar. Le mariage du prince George et de Caroline fut une catastrophe dès le premier jour. On racontait que lorsque le fiancé vit la promise pour la première fois, il demanda un verre de brandy et faillit s'évanouir. Caroline était vulgaire, négligée, ne respectait pas les règles d'hygiène, tout l'opposé du raffiné esthète qu'était George, qui dépensait des fortunes en vêtements, en œuvres d'art et pour ses favorites. Après la nuit de noces, il rédigea son testament, léguant tout à sa maîtresse de longue date, Mrs. Fitzherbert, et pas un penny à son épouse. Ils vécurent ensemble à peine 1 an. Caroline partit s'installer dans une résidence séparée, et la petite Charlotte resta prise entre deux feux. L'enfance de la princesse se déroula dans une cage dorée. Son éducation fut confiée à des gouvernantes, elle grandit dans les résidences royales, entourée de luxe et d'étiquette. Mais derrière l'éclat de la vie de cour se cachait une profonde solitude. Son père ne voyait en elle qu'un pion dans le jeu dynastique, sa mère, une arme dans sa guerre contre son ex-mari. Charlotte avait tantôt le droit de voir sa mère, tantôt cela lui était interdit. Caroline provoquait des scandales, apparaissait en public dans des tenues indécentes, se comportait de manière provocante, et sa fille souffrait atrocement de cette honte. Le prince régent, George avait obtenu ce titre en 1811, lorsque son père avait définitivement sombré dans la folie, ne valait d'ailleurs pas mieux. Il se noyait dans les dettes, faisait construire des palais fantastiques, festoyait jusqu'à l'aube,
changeait de maîtresse et méprisait son propre peuple. Charlotte grandit en jeune fille intelligente, vive, volontaire. Elle avait la langue acérée et un caractère indépendant. Elle adorait les courses de chevaux, le théâtre, la musique. En elle coulait le sang des Hanovre, mais aussi l'esprit rebelle de sa mère. La princesse comprenait sa position. Elle était la marchandise la plus précieuse sur le marché matrimonial européen. Chaque prince, chaque monarque rêvait d'une alliance avec la future reine d'Angleterre. Mais c'était précisément là que résidait le problème. Le prince régent avait l'intention d'utiliser sa fille pour renforcer les liens internationaux, et son choix s'était porté sur le prince Guillaume d'Orange, héritier du trône des Pays-Bas. Les fiançailles furent annoncées en décembre 1813, lorsque Charlotte avait 17 ans. Le prince d'Orange était beau, courtois, bien éduqué, en apparence un parti excellent. Mais Charlotte comprit rapidement le piège. Après le mariage, elle devait être emmenée aux Pays-Bas, loin de la politique anglaise et de toute influence sur l'opinion publique. Le prince régent voulait se débarrasser d'une fille qui devenait le centre des sentiments d'opposition. Les Whigs voyaient dans la jeune princesse un symbole d'espoir, tandis que son père était détesté pour sa prodigalité et son indifférence aux souffrances du peuple. La guerre contre Napoléon épuisait le trésor, les ouvriers mouraient de faim, et le prince régent donnait des bals et faisait construire des pavillons exotiques. Charlotte était assez intelligente pour comprendre que ce mariage ferait d'elle une exilée. Elle commença à résister. Au printemps 1814, les fiançailles furent rompues. Le scandale secoua la cour. La princesse avait ouvertement défié son père, la famille royale, tout le système des mariages dynastiques. Elle avait même tenté de s'enfuir rejoindre sa mère, mais on l'avait arrêtée et ramenée au château de Windsor, de fait assignée à résidence. L'Angleterre retenait son souffle dans l'attente. Que se passerait-il ensuite? Le prince régent était furieux. Charlotte était devenue une héroïne nationale pour les uns et une rebelle insoumise pour les autres. Les mois passaient. La guerre contre la France était achevée. Napoléon avait été exilé à l'île d'Elbe, puis était revenu et avait été définitivement vaincu à Waterloo à l'été 1815. L'Europe pansait ses plaies. Au congrès de Vienne, on redessinait la carte du continent. Rois, princes et diplomates s'étaient réunis pour discuter du nouvel ordre mondial. Parmi eux se trouvait un jeune prince allemand, Léopold de Saxe-Cobourg. Il arriva à Londres au début de l'année 1816. Il avait 25 ans, il était pauvre, mais beau, intelligent et charmant. Il avait combattu contre Napoléon, jouissait d'une réputation de brave officier, mais surtout, il était libre et cherchait un parti avantageux. La rencontre entre Léopold et Charlotte eut lieu lors d'un bal. On disait que ce fut le coup de foudre, mais la vérité était probablement plus complexe. Charlotte, lasse des intrigues et des pressions, vit en Léopold quelque chose de rare, la sincérité. Il n'était pas riche, ne possédait pas une influence considérable, et c'est précisément pour cela qu'il n'avait pas l'intention de l'emmener loin d'Angleterre. Il était prêt à rester, à devenir prince consort anglais, à vivre ici, à la soutenir. Léopold, de son côté, voyait en Charlotte non seulement une future reine, mais aussi une femme vivante, passionnée, qui avait besoin de protection et de compréhension. La cour fut rapide. Le prince régent, las des scandales avec sa fille, donna son consentement à contre-cœur. Il n'aimait pas Léopold, le considérait comme un parvenu, un pauvre petit prince allemand. Mais il n'y aurait pas d'autre issue. Les cours européennes envisageaient avec prudence une union avec la princesse anglaise après l'affaire d'Orange. Léopold, lui, semblait être une option sûre. Le mariage fut fixé au 2 mai 1816. La cérémonie se déroula à Carlton House, à l'endroit même où Charlotte était née 20 ans auparavant.
La mariée portait une robe argentée, brodée de dentelle. Sur sa tête, une couronne de diamants qui scintillait à la lumière de centaines de bougies. Le marié, en uniforme militaire. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, un silence inhabituel s'installa dans la salle. Tous comprenaient. Ce n'était pas simplement un mariage dynastique. Entre ces deux êtres, il y avait quelque chose de plus grand. Après la cérémonie, les jeunes mariés partirent pour Claremont House, un domaine dans le comté de Surrey qui devint leur nid familial. Claremont House était une villa palladienne aux colonnes blanches, entourée d'un parc aux chênes centenaires, aux lacs et aux allées ombragées. Ce lieu devint pour Charlotte ce dont elle avait été privée toute sa vie, un véritable foyer. Ici, loin des intrigues de la cour, elle pouvait être elle-même. La princesse s'occupait du jardin, lisait beaucoup, jouait du piano, faisait de longues promenades avec son mari. Léopold était un époux attentionné et tendre. Il ne cherchait pas à dominer, comprenait son caractère volontaire et son tempérament, lui donnait de la liberté tout en étant un soutien. Les contemporains qui visitaient Claremont House décrivaient une atmosphère presque idyllique. Charlotte riait, plaisantait, était heureuse. Les Anglais, l'apprenant par les journaux et les rumeurs, se réjouissaient. Le pays, las des guerres, des scandales de la famille royale et des bouleversements politiques, voyait dans le jeune couple le symbole d'une ère nouvelle. Charlotte était perçue comme la future reine qui apporterait stabilité, vertu et amour populaire. Et Léopold, malgré ses origines étrangères, gagnait le respect par sa dignité et sa sagesse. Une année s'était écoulée depuis le mariage. Au printemps 1817, la nouvelle tomba. La princesse était enceinte. L'annonce fit le tour du royaume en quelques jours. Dans les églises, on célébrait des actions de grâce. Les bookmakers prenaient des paris sur le sexe de l'enfant. La plupart espéraient un garçon, un futur roi. Mais une fille aurait aussi été une joie. La dynastie se perpétuait, l'avenir était assuré. Le roi George III, vieux et fou, ne participait plus depuis longtemps aux affaires de l'État, mais même dans sa conscience obscurcie, il comprenait parfois ce qui se passait et attendait avec impatience son arrière-petit-fils. Charlotte se préparait avec enthousiasme à la maternité. Elle lisait des livres sur l'éducation des enfants. À cette époque, apparaissaient déjà des idées progressistes, selon lesquelles il fallait élever les enfants avec amour, et non avec cruauté et froideur, comme c'était l'usage dans les familles aristocratiques. La princesse rêvait de devenir une mère différente, pas comme sa propre mère Caroline. Léopold commandait des meubles pour la chambre d'enfant. Ils choisissaient ensemble des jouets, discutaient des prénoms. Si c'était un garçon, peut-être Georges, en l'honneur du grand-père et de l'arrière-grand-père. Si c'était une fille, Charlotte, comme la mère. La grossesse ne se déroulait pas facilement. La princesse avait des crises de faiblesse, des nausées, elle dormait mal. Les médecins, suivant la mode de l'époque, lui prescrivaient un régime strict, des saignées, du repos. Sir Richard Croft, nommé obstétricien en chef, était convaincu que la parturiente devait moins manger pour que l'enfant soit petit et que l'accouchement se passe plus facilement. Une théorie catastrophiquement erronée, mais au début du XIXe siècle, la médecine errait encore dans les ténèbres de l'ignorance. Charlotte suivait docilement les instructions. Elle s'affaiblissait, mais espérait que tout se terminerait bien. Le terme approchait. Octobre, novembre. L'automne dans la campagne anglaise est toujours pluvieux, brumeux, imprégné d'humidité. À Claremont House, les cheminées brûlaient. Les domestiques préparaient tout le nécessaire pour l'accouchement. Léopold ne quittait presque pas son épouse. Il lui faisait la lecture à voix haute, il jouait de la musique, s'efforçait de garder leur calme.
Mais l'inquiétude montait. L'accouchement devait commencer d'un jour à l'autre. Le 5 novembre 1817, tard dans la soirée, les contractions ont commencé. On a appelé Sir Croft, la sage-femme, les assistants. L'accouchement a commencé. La médecine moderne sait que les accouchements normaux durent de quelques heures à un jour. Mais dans le cas de Charlotte, cela s'est prolongé de manière catastrophique. Les heures se transformaient en jours. La princesse criait de douleur, perdait ses forces. Croft a administré de l'opium, a pratiqué des saignées, a essayé d'aider manuellement, mais a catégoriquement refusé d'utiliser des forceps, considérant cela comme de la barbarie. Léopold se tenait derrière la porte, son visage était blanc comme de la craie. Il entendait les cris de sa femme et ne pouvait rien faire. Enfin, après 50 heures de souffrance, l'enfant est né. Un garçon. Mort. Énorme, pesant plus de 4 kilos, il était coincé dans le canal de naissance et s'est étouffé. Croft a emporté le corps, enveloppé dans un tissu blanc. Léopold a failli faire un AVC. Mais le pire était à venir. Charlotte semblait se rétablir. Elle était épuisée, mais vivante. Les médecins se sont rassurés. La princesse a été transférée sur un lit, on lui a donné de l'opium pour dormir. Et s'est assoupie. Léopold était assis à ses côtés, lui tenant la main. Des bougies brûlaient dans la pièce, une tempête faisait rage dehors. L'horloge indiquait minuit, puis 1 heure, 2. Soudain, Charlotte a crié. Elle se plaignait de douleurs abdominales, de crampes. Les médecins se sont précipités vers elle, mais il était déjà trop tard. Un saignement interne a commencé, une complication qui, à cette époque, était un verdict de mort. Personne ne pouvait arrêter le sang. La princesse se débattait, haletait, appelait son mari. Léopold était à genoux à son chevet, embrassant ses mains, priant. Charlotte l'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient pleins de peur et de tristesse. Et s'est tue. Le 6 novembre, à 2h30 du matin, la princesse Charlotte Augusta de Galles est décédée. Elle n'avait que 21 ans. Lorsque la nouvelle se répandit dans le pays, l'Angleterre resta figée dans l'horreur. Rien de tel ne s'était produit dans toute l'histoire moderne. La jeune princesse, en bonne santé, chérie de la nation, espoir de la dynastie, est morte. Avec elle, le futur roi, son fils, est mort. Une crise dynastique s'est abattue sur le pays avec une force sans précédent. Le prince régent, apprenant la mort de sa fille, tomba dans l'hystérie. Malgré tout leur conflit, il aimait Charlotte à sa manière, et cette tragédie l'a brisé. Le roi Georges III, dans l'un de ses rares moments de clarté, demanda des nouvelles de son arrière-petit-fils, et en entendant la nouvelle, replongea dans la folie. Léopold a été détruit. Il s'est enfermé dans la maison de Clermont, refusant de voir des gens, sombrant dans une profonde dépression. L'homme qui était si proche de devenir le prince consort de la plus grande puissance du monde se retrouvait maintenant sans rien. Son avenir s'est effondré en un instant. Ses amis craignaient qu'il ne mette fin à ses jours. Mais Léopold a survécu. Il a vécu encore de nombreuses années, devenant le premier roi de Belgique, un monarque sage et respecté, mais il ne s'est jamais remarié. Jusqu'à la fin de sa vie, il a porté une mèche de cheveux de Charlotte dans un médaillon autour du cou. Un deuil sans précédent a commencé à travers l'Angleterre, que les vivants n'avaient jamais connu. Les magasins ont fermé, les théâtres ont annulé leurs spectacles, les églises ont fait sonner les cloches. Les gens pleuraient dans les rues. Les poètes écrivaient des élégies. Les artistes créaient des portraits de deuil. Sir Richard Croft, réalisant sa culpabilité, s'est suicidé quelques mois plus tard. Il s'est tiré une balle. Sa réputation a été détruite, et il n'a pas pu survivre à la honte. Mais la tragédie a également eu des conséquences politiques de grande envergure. La famille royale était en crise. Le prince régent était sans enfant, son mariage avec Caroline était depuis longtemps terminé, et il n'avait pas l'intention de revenir vers elle. Ses frères,
tous des célibataires d'un certain âge ou vivant avec des maîtresses, ont soudain réalisé l'un d'eux devait engendrer un héritier légitime. La soi-disant course aux héritiers a commencé. Le duc de Clarence, le futur roi Guillaume IV, a quitté sa maîtresse, l'actrice Dorothy Jordan, avec qui il avait vécu 20 ans et eu 10 enfants, et a épousé la princesse Adélaïde de Saxe-Meiningen. Le duc de Kent, le quatrième fils de George III, a également laissé sa bien-aimée et a épousé la princesse allemande Victoria de Saxe-Cobourg, la sœur de ce même Léopold, mari de Charlotte. C'est ce mariage qui s'est avéré décisif. Le 24e mai 1819, une fille est née au duc et à la duchesse de Kent. Elle a été nommée Victoria. La petite Victoria a grandi et est devenue l'un des plus grands monarques de la Grande-Bretagne. Elle a régné pendant 63 ans, a donné son nom à toute une époque, l'époque victorienne, et a transformé la Grande-Bretagne en la plus puissante empire du monde. Mais si Charlotte avait survécu, si son fils était né vivant, Victoria ne serait jamais montée sur le trône. Elle serait restée une princesse allemande peu connue, quelque part aux confins de l'histoire. La mort de Charlotte a changé le destin non seulement de l'Angleterre, mais du monde entier. L'ère victorienne, l'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, tout cela a été rendu possible grâce à cette nuit tragique au Claremont House. Les historiens débattent. Quelle reine Charlotte serait-elle devenue? Était-elle assez sage pour gouverner un empire? Ou son entêtement et son tempérament auraient-ils conduit à des conflits avec le Parlement? Il est impossible de le savoir avec certitude. Mais ses contemporains, qui la connaissaient, disaient « Elle était intelligente, éduquée, avait un sens du devoir et aimait son peuple. » Son mariage avec Léopold était fondé sur l'amour et non sur un calcul, ce qui était rare parmi les familles royales. Peut-être aurait-elle apporté à la monarchie quelque chose de nouveau, l'humanité, la proximité avec le peuple, la sincérité. Le Claremont House existe encore aujourd'hui. Il a traversé des siècles, des guerres, des changements d'époque. On peut y aller, se promener dans ces mêmes pièces où résonnait le rire de Charlotte, où elle jouait du piano, où elle lisait des livres, où elle rêvait de l'avenir. On peut sortir dans le parc, se tenir au bord du lac où elle se promenait avec Léopold lors des froides soirées d'automne. Et si l'on écoute attentivement, on peut presque entendre l'écho de ce bonheur qui n'a duré que 18 mois, mais qui était véritable. Il existe des monuments à Charlotte dans différents coins de l'Angleterre. Des statues, des plaques commémoratives, des vitraux dans les églises. Mais le monument le plus fort reste l'histoire elle-même. L'histoire de la façon dont le bonheur personnel et la tragédie nationale se sont entrelacés en une nuit. Comment l'amour a rencontré la mort, et comment le destin d'un pays entier a changé en quelques heures. La princesse Charlotte Augusta de Galles n'est jamais devenue reine, mais elle est devenue un symbole. Un symbole de la fragilité du bonheur humain, de l'inévitabilité du destin et de la façon dont l'histoire peut basculer sur un fil. Si ce n'était pas cette nuit de novembre, le monde serait différent. Mais justement parce qu'elle est morte si jeune, au sommet de son bonheur, on se souvient d'elle non pas comme d'une monarque, mais comme d'une personne. Une jeune fille qui voulait simplement aimer et être aimée, qui rêvait d'une famille, d'enfants, d'un bonheur tranquille, loin des intrigues de cour. Et ce rêve, si simple et si humain, rend son histoire éternelle. Lorsque le cercueil contenant le corps de Charlotte a été transporté à travers Londres vers le château de Windsor, où elle a été enterrée dans la chapelle Saint-Georges, des milliers de personnes se sont alignées le long de la route. Elles pleuraient, jetaient des fleurs, priaient. Ce n'était pas un deuil formel pour une personne royale, c'était une véritable peine populaire. Les Anglais n'ont pas seulement perdu une héritière au trône, ils ont perdu l'espoir d'un avenir meilleur, d'une monarchie plus proche du peuple, d'une dirigeante qui comprenait leurs souffrances. C'est là la véritable tragédie de l'histoire de Charlotte. Ce n'est pas qu'elle soit morte jeune. La mort vient à tous. Et ce n'est pas que la dynastie ait perdu son héritière.
Les rois et les reines viennent et s'en vont. La tragédie réside dans le fait qu'avec elle est morte une possibilité. La possibilité d'une autre Angleterre, d'un autre chemin, d'un autre destin. L'histoire ne connaît pas le conditionnel, mais parfois il est impossible de ne pas se demander que serait-il advenu si tout s'était passé différemment. Léopold a vécu une longue vie. Il est devenu roi des Belges en 1830, a régné avec sagesse sur le nouvel État et a gagné le respect de l'Europe. Mais jusqu'à sa mort, survenue en 1865, il a gardé le souvenir de Charlotte. Un portrait d'elle était accroché dans sa résidence. Il n'en a jamais parlé publiquement, mais ses proches savaient. La blessure ne s'était jamais refermée. Ce prince allemand, qui aurait pu rester un militaire peu connu, est entré dans l'histoire comme un homme ayant survécu à l'une des plus grandes tragédies du XIXe siècle et ayant réussi à continuer à vivre, malgré tout. Et à Claremont House, dans la chambre à coucher du 2e étage, où la tragédie s'est produite, le temps semblait s'être arrêté. On dit que même des années plus tard, les serviteurs évitaient d'y entrer la nuit. On raconte qu'on entend parfois des pas, des pleurs silencieux, des chuchotements. Mais ce ne sont bien sûr que des légendes. La réalité était plus simple et plus terrifiante. Cette nuit-là, le 6 novembre 1817, une jeune femme qui voulait être heureuse est morte dans un paisible manoir anglais. Et avec elle, une époque qui n'était pas destinée à advenir est morte. L'histoire aime l'ironie. La mort de Charlotte a conduit à l'accession au trône de Victoria, dont le règne est devenu l'âge d'or de l'Empire britannique. Mais qui peut dire si l'époque de Charlotte aurait été tout aussi grande, voire plus humaine? Victoria était stricte, conservatrice, fermée. Charlotte était vivante, émotive, proche du peuple. 2 femmes différentes, 2 destins différents, 2 futurs différents pour un seul pays. Mais il n'y avait pas de choix. Le destin en a décidé autrement. Et maintenant, plus de 2 siècles plus tard, le nom de Charlotte Augusta de Galles est presque oublié. Elle a été éclipsée par Victoria, son histoire s'est dissoute dans les siècles. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, elle reste l'une des plus poignantes de l'histoire britannique. C'est une histoire d'amour qui était réelle, d'un bonheur qui a été bref, d'un espoir qui a été trompé, et de ce que parfois, le destin de tout un peuple dépend d'une nuit, d'une décision, d'un accident malheureux. La tragédie de la princesse Charlotte nous enseigne que l'histoire n'est pas prédéterminée, que l'avenir est fragile, que même les plans les plus fiables peuvent s'effondrer en un instant, et que derrière les grands événements historiques se trouvent toujours des êtres humains, avec leurs espoirs, leurs rêves, leurs peurs et leur amour. Charlotte voulait être une bonne mère, une épouse aimante, une reine sage. Elle n'était destinée à devenir aucune de ces choses. Mais son histoire vit, nous rappelant que chaque vie compte, chaque destin a de l'importance, et que parfois, les plus petites tragédies changent le cours de l'histoire plus que de grandes guerres et révolutions. Quand on regarde les portraits de Charlotte, jeune, belle, avec des yeux vifs et un regard déterminé, il est impossible de ne pas ressentir de la tristesse. Cette femme aurait pu changer le monde. Mais le monde a changé sans elle. Et c'est peut-être là la plus grande tragédie de son histoire.